Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard des dirigeants. Aujourd'hui, nous recevons Maître Sophie Perrier-Chapeau. Donc bonjour Sophie. Bonjour Diane, merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Donc Sophie, vous avez fondé votre propre cabinet qui est spécialisé en dommages corporels. Donc vous êtes spécialisé dans l'indemnisation des victimes de dommages corporels. Donc c'est un domaine qui est un peu à la croisée entre le droit et la science et qui donc soulève de nombreuses problématiques et d'autant plus de questions. Et donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter votre cabinet et pourquoi est-ce que vous êtes spécialisé dans ce domaine donc du droit ? Alors déjà oui, pour présenter mon cabinet, on est dédié depuis l'origine à la défense des intérêts des victimes d'accidents donc de la route, médicaux, d'infractions, d'accidents de la vie. Donc on se place du côté des victimes et nos adversaires sont donc systématiquement des assureurs ou des fonds de garantie qui interviennent pour la solidarité nationale. Donc l'avocat de victime en fait cherche à avoir une équipe dont il s'entoure pour couvrir tous les besoins qui sont liés à la réparation du dommage corporel puisqu'on répare l'humain. Donc l'humain, ça veut dire en fait une multitude de préjudices qui peuvent être en rapport avec le handicap déclenché par l'accident, que sont des aménagements de domicile, de véhicules, des besoins en aide humaine, des aides techniques, prothèses, fauteuils roulants. Donc tout ça s'évalue via des expertises et via des chiffrages indemnitaires et donc le juriste ou l'avocat a besoin de s'entourer de collaborateurs dans d'autres spécialités que la sienne, donc des ergothérapeutes, des architectes, des experts comptables, des accidentologues. Et l'avocat de victime donc essaie de mettre finalement les mêmes moyens en faveur des victimes que ce qui est opposé finalement par les assurances ou les fonds de solidarité pour défendre leurs intérêts, afin qu'il y ait un débat à armes égales et que la victime se retrouve finalement dans une situation de force égale contre l'assurance qui est forcément beaucoup mieux lotie que lui sur le plan financier et d'organisation interne. Et quel type de dommage corporel est-ce que c'est ? Quel dossier typiquement vous avez à défendre ? Alors, en fait, c'est soit des dossiers nés d'accidents de la route, soit des accidents médicaux, soit des accidents de la vie. C'est des personnes qui, donc, suite à cet accident, présentent un dommage corporel qui donne lieu, donc, à une indemnisation. Donc, on va évaluer ce préjudice via une expertise pour déterminer quel est le handicap, la perte d'autonomie, le besoin en compensation humaine ou technique en rapport avec ce handicap, lequel doit être imputable à l'accident initial. Et justement, on parlait d'indemnisation. Et donc, s'il y a bien une chose qui est difficile, en tout cas pour le commun des mortels, c'est de faire valoir ses droits auprès des compagnies d'assurance. Et parce que souvent, elles invoquent donc multiples raisons, comme l'évolution inflationniste, ou alors le nombre de cas ou les montants qu'elles ont désormais à couvrir. Donc vous, qu'est-ce que vous observez comme pratique de la part des compagnies d'assurance et comment est-ce que justement vous arrivez à obtenir gain de cause pour vos clients ? Alors, il fait plusieurs années que je pratique cette matière et c'est vrai qu'on a quand même vu une certaine évolution aussi dans finalement le travail autour de l'indemnisation amiable. Il faut savoir que la loi Badinter avait pour vocation de favoriser un règlement rapide des indemnisations de victimes d'accidents de la route. Et dans ce principe né de cette loi, il y avait la facilité de rapprocher amiablement les parties pour trouver le plus rapidement possible à indemniser les préjudices qui sont nés le jour de l'accident. Aujourd'hui, on est face à cette difficulté que les négociations amiables sont de plus en plus longues et complexes, puisqu'on a de moins en moins ce sentiment de faire des concessions réciproques avec... on a l'impression que vient de la direction des principes qu'on doit appliquer dans le cadre des négociations qui sont des freins à une indemnisation globale. On regarde moins maintenant dans une négociation le préjudice global et on ergote sur certaines dépenses qui d'autorité par les assurances doivent considérer comme étant écartées. Ce qui forcément ne permet pas
d'aller dans le sens d'une globalité en se disant on fait une concession là-dessus et une concession dans l'autre sens, dès lors qu'on nous ferme des portes dès le départ en disant que ça, de toute façon, on n'en parlera pas, on met de côté. Il y a aussi, je trouve, une tendance à pas essayer de se rapprocher le plus possible de ce que les victimes peuvent obtenir auprès des juges. C'est sûr que si on a une rédaction amiable d'un protocole avec des préjudices indemnisés à hauteur de ce qu'ils peuvent obtenir devant le juge, même s'il y a une petite concession réciproque sur quelques sommes, mais que ça permet rapidement de régler le problème, à la victime d'être indemnisée, de pouvoir se reconstruire et clôturer son dossier, on va aller dans ce sens-là. Donc les dossiers qui arrivent devant le juge, ce n'est pas des freins à la négociation. Toute cette étape-là préalable, elle a été faite, elle a été tentée. Et ce qui arrive devant le juge, c'est parce qu'on est face à une difficulté de ne pouvoir absolument pas négocier. Donc je trouve que déjà, aller dire qu'il y a des demandes inflationnistes, alors que de l'autre côté, les assureurs ne font pas vraiment le jeu d'avoir un vrai processus de règlement amiable qui va dans le sens de ce que les victimes pourraient obtenir devant le juge, c'est déjà un problème en soi. La deuxième, c'est qu'ils passent leur temps effectivement à soulever ce problème inflationniste. Autrement dit, les victimes demandent trop, sont trop exigeantes dans les sommes. Régulièrement, on nous dit c'est des demandes exorbitantes, ce qui est très très difficile à entendre pour une victime qui est finalement victime dans sa chair depuis qu'elle est accidentée, d'entendre que ses légitimes demandes de payer un fauteuil roulant est exorbitant. Donc, cette politique-là qui est de finalement faire passer les victimes pour des mendiantes qui exagèrent leurs préjudices est très mal vécue. Et parallèlement à ça, les assurances nous disent elles gèrent mal leur argent, il faut verser les indemnités sous forme de rente, parce que vous comprenez, nous on est solvables. Et alors que la victime qui gérait mal son argent se retrouverait du jour au lendemain sans aucune somme pour faire face à son handicap. On voit bien l'aberration et l'absurdité du discours de l'assurance qui d'un côté vous dit j'ai plus d'argent, je ne peux plus payer les victimes parce qu'il y a trop de demandes et les préjudices sont de plus en plus indemnisés, et de l'autre côté de leur dire oui mais attention, on verse sous forme de rente parce que nous on est solvable et on peut croire qu'on sera solvable in fine, ad vitam aeternam. C'est quand même parce qu'une jeune victime accidentée à 18 ans, si elle a une rente, il faut que le débiteur de cette rente soit solvable pendant des années et des années. Donc on n'oppose pas une solvabilité d'un instant T. On oppose une solvabilité sur du long terme. Enfin, on est toujours en train de dire que la victime est incompétente, qu'elle ne peut pas gérer ses fonds, alors qu'il y a quand même un principe jurisprudentiel de libre disposition des fonds, puisque c'est votre indemnisation, c'est pas l'indemnisation d'AXA, de la Massif, c'est l'indemnisation de la victime, c'est son argent. Avec la gestion des assurances elles-mêmes. On a des grosses problématiques d'offres tardives, puisqu'on a des délais, les assurances ont des délais pour faire des offres, et d'offres insuffisantes. Ces deux obligations-là sont nées du Code des assurances. On leur impose de respecter des délais et des offres satisfaisantes, à peine de quoi ils sont sanctionnés par des pénalités. J'ai des dossiers où on a 3 millions, 2 millions d'euros juste de pénalités. Et après, on vient nous dire on gère mal. Donc commençons par faire un vrai travail ensemble de discussion amiable, intelligente, dans les délais et à hauteur des sommes qu'on peut espérer obtenir, plutôt que de nous taxer de faire des demandes exorbitantes. Et sinon, en tout cas dans l'actualité en Belgique, il y a une loi qui vient d'être votée qui prévoit l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. Et ces indemnisations sont assurées par une assurance, un contrat d'assurance. En France, il y a l'équivalent qui existe, mais c'est assuré par un fonds solidaire. Et donc de là, mes questions, ce serait, est-ce que selon vous, l'État se dégage un peu de ses responsabilités par ce biais? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dégager la solidarité nationale de ce poids? Alors ça, c'est vraiment effectivement une question politique dont, je dirais, l'État doit se saisir, de se poser la question de savoir si effectivement, au même titre que pour les contrats d'assurance automobile, on peut aussi prévoir des contrats d'assurance attentat qui pour l'instant ne sont pas prévus. Et qu'effectivement, à ce jour, seuls des fonds de solidarité, fonds de garantie chez nous, s'appelle ainsi, indemnisent les victimes d'attentats.
Surtout que au-delà de ça, ça permettrait aussi de régler un certain nombre de difficultés du côté des victimes et de ce que nous on appelle les tiers payeurs, c'est-à-dire les victimes indirectes. Les victimes, pourquoi ? Parce qu'on arrive à finalement une indemnisation différente entre les victimes d'accidents de la route qui sont indemnisées par une assurance et les victimes d'attentats indemnisées par le fonds de garantie. Il y a des sommes qu'on vient déduire de l'indemnisation des victimes d'attentats et pas des victimes d'accidents de la route. Donc, in fine, on a le même dommage, mais on n'est pas indemnisé à la même hauteur. Donc, il y a déjà une aberration que les victimes ne peuvent pas comprendre, puisque finalement, elles ont le même dommage, sauf que c'est la cause qui est différente et le payeur qui est différent. La deuxième chose, c'est que on a aussi des tiers payeurs. On nous raconte régulièrement que la sécurité sociale est en déficit. La sécurité sociale ne se fera jamais indemniser par un fonds de solidarité, tout simplement parce que c'est la solidarité nationale aussi, la sécurité sociale. Donc on ne va pas faire payer là vis-à-vis de l'autre, ça n'a pas de sens. Or, quand vous êtes indemnisé dans le cas d'un accident de la route, les débours, la créance de la sécurité sociale est indemnisée par l'assurance. Il n'y a pas que la victime directe qui est indemnisée. Il y a aussi la mutuelle, la sécurité sociale, l'employeur qui peut maintenir les revenus, qui sont des victimes par ricochet des conséquences de l'accident. Donc on arrive à plein finalement de solutions différentes où les victimes même peuvent se perdre parce que en fonction de la cause du dommage, rien n'est pareil en fait. Et pour conclure, puisque c'est déjà malheureusement la fin, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'indemnisation des victimes et est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer ? Alors, on est face à une situation qui est un peu, je trouve, inquiétante pour les victimes, pas en termes d'indemnisation. On sent qu'il y a quand même un processus de plus en plus de spécialisation des personnes qui s'intéressent à ces dossiers. Et donc, de ce côté-là, on essaie de couvrir de plus en plus les spécificités de chaque dossier. La difficulté qu'on a de plus en plus, c'est les longueurs procédurales et les longueurs aussi de règlement amiable. Là, je viens d'apprendre ce matin que mon dossier sur lequel on a travaillé pendant 1 an et demi, va être ce qu'on appelle clôturé. Une clôture est ordonnée, c'est-à-dire qu'au-delà de cette date, on ne conclura plus, on ne déposera plus de pièces, le dossier va être mis en attente de côté et rien ne va se passer, et nous ne plaiderons qu'en 2026. Expliquer à une victime qui a déjà un accident depuis de nombreuses années, là en l'occurrence en plus c'est un dossier, le monsieur c'est depuis 2015, vous imaginez ? Ça fera plus de 20 ans quand je plaiderai. C'est des délais qui sont beaucoup trop longs. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, on se saisisse quand même de cette difficulté au niveau de la justice pour que aussi ça soit un moyen de négociation. Parce que les assurances profitent de cette situation, de se dire vous allez négocier, parce que entre avoir une indemnisation là, dernier trimestre 2024 et attendre jusqu'en 2026, parfois, les victimes sont prises à la gorge et ne peuvent pas faire autrement que d'accepter une transaction qui n'est pas acceptable. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie, de nous avoir présenté et de nous avoir surtout parlé de l'indemnisation des victimes de dommages corporels. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous en prie, un vrai plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.